FM. La générale de l'information. Karine Djegui, Ulrich Abadou. La générale. La générale. Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure du journal du soir sur votre radio préférée. Vous êtes au rendez-vous de la générale de l'information, une demeure informative que nous vous offrons en podcast. Je suis avec Karine Djegui. Karine, bonsoir. Bonsoir Ulrich Abadou. Quels sont les titres du journal ? Dans les titres de ce 19h, Patrice Talon promulgue la loi révisée de la Constitution. C'est à la faveur du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. On en parle dans ce journal. Pendant ce temps, à l'approche des élections générales de 2026, le dispositif électoral se met en place. La Sénat a réceptionné ce lundi une partie du matériel électoral, notamment les isoloirs destinés aux postes de vote des départements du Bargou et de la Liboré. Précision à suivre. Et puis, interpellation d'un individu à Kolokondé dans la commune de Djougou, soupçonné d'activité criminelle. Il est suspecté par la police d'assurer le ravitaillement d'hommes armés non identifiés en motocyclette et en vivres. Les détails à suivre. À suivre toujours dans cette édition, bien d'autres informations, les nouvelles sportives, l'actualité à l'échelle continentale, les nouvelles bien entendu sportives et le dossier de la rédaction, dossier économie. On parlera ce mercredi de l'importance du bilan de fin d'année pour les entreprises. Fraternité FM. La générale. On démarre par cette information. Le chef de l'État promulgue la loi révisée de la Constitution. Une décision prise ce mercredi lors du Conseil des ministres. Au cœur de cette séance, l'achèvement du processus de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La Cour constitutionnelle a en effet déclaré le texte adopté par l'Assemblée nationale le 14 novembre 2025 conforme à la Constitution après examen des recours introduits. Le président de la République a alors promulgué la loi, le conférant force exécutoire et marquant ainsi la fin du cycle institutionnel de la réforme. Cette étape ouvre la voie à l'application des nouvelles dispositions constitutionnelles. D'autres projets structurants ont également été adoptés, parmi lesquels le recrutement et la formation de 1185 jeunes au sein des forces armées béninoises reparties sur 2025 et 2026. Au plan culturel, le gouvernement a validé le lancement du quartier culturel et créatif de Cotonou sur plus de 12 hectares pour faire de la capitale économique un hub régional des industries culturelles et créatives. Dans le secteur de la santé, l'exécutif a procédé à des nominations à la tête de 2 centres hospitaliers universitaires spécialisés à Cotonou et a adopté plusieurs décrets sur la réglementation des produits de santé autres que les médicaments et sur le projet d'Ogobis. Je vous l'annonçais en titre, la Sénat dans les derniers réglages pour le bon déroulement des élections générales de 2026. Elle déroule depuis quelques jours le déploiement du matériel électoral dans les différentes circonscriptions électorales. L'étape du Borgou à Libouri a eu lieu avec la réception de près de 7000 isoloirs. Il s'agit du matériel destiné à 15 communes, dont 9 dans le Borgou et 6 dans la Libouri, selon le chef du service chargé de la planification des opérations électorales à la Sénat. L'opération s'est déroulée dans les meilleures conditions, sans perturbation et en toute sécurité. Hervé Akadus Zinzilowe. La réception des isoloirs. Et le stock que vous avez là, c'est pour les 6 communes de la Libouri et les 9 communes du Borgou, pour les élections couplées
du 11 janvier 2026, on aura 17 350 postes de vote sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, pour l'élection présidentielle, les postes à l'extérieur vont s'ajouter. Puisque pour l'élection présidentielle, vous savez que les Béninois qui sont à l'étranger votent également. Notre équipe est dépêchée dans le nord. On a déjà fini la réception à Natitengu et nous sommes à Parakou pour faire également la réception pour ce qui concerne les départements de la Liborie et du Bangou. Au total, nous avons 6700 isoloirs à réceptionner pour couvrir entièrement les postes de vote. Le matériel ainsi déployé devra retourner à la direction générale de la Sénat après les scrutins, précise le chef service de la planification des opérations électorales. Selon ce dernier, c'est dans l'objectif de faire des économies considérables pour l'État que ce matériel a été confectionné cette fois en fer. Hervé Akadus Zinzinohwe lève le coin de voile sur le plan de déploiement du matériel électoral dans les différentes zones du pays. Cette réception se fait au niveau du commissariat central de Parakou. Et dans notre organisation, nous avons un point focal qui est au niveau de la mairie. Après la réception, le matériel est laissé dans les mains du point focal. Ensuite, il y aura un tableau de dispatching qui sera fait par la direction du matériel et des opérations et les instructions seront données. Respectivement, on aura un point focal au niveau de chaque commune. Et dès que le dispatching sera fait, chaque point focal sera chargé de réceptionner le nombre qu'il faut pour couvrir les élections dans sa commune. Après ça, il y aura les coordonnateurs d'arrondissement qui vont officier au niveau de chaque arrondissement et il y aura les membres de poste de vote. Donc, chaque membre de poste de vote viendra au niveau de l'arrondissement chercher le matériel destiné à son poste de vote. Et juste après les élections, le matériel sera regroupé. Et pendant ce temps, le marché moderne de Guéma, récemment mis en service à Parakou, continue, Karine, de susciter des réactions positives au sein des communautés. Le chef du quartier Gano, lui, a exprimé sa satisfaction face à cette infrastructure marchande qui, selon lui, vient profondément transformer le visage du quartier Guémon et renforcer son attractivité. Pour l'autorité locale, la réalisation de ce marché moderne constitue un véritable soulagement pour les populations, notamment les commerçantes et commerçants. Issa Chabigounou. Le nouveau marché de Guéma, je vais d'abord remercier le gouvernement de son Excellence Patrice Talon qui a vu juste en implantant ce marché à Guéma. Le marché porte le nom de Guéma, mais au fait, on ne peut pas dire que c'est Guéma qui bénéficie, c'est les quartiers environnants qui bénéficient de ce marché. C'est un joyau qui a été mis en place au bonheur de la population. Ça a changé le visage de l'endroit de Guéma et Ganou. Donc ça veut dire que même du centre-ville, les gens, c'est là même que les gens viennent pour faire les achats au marché Guéma. Donc nous avons eu une infrastructure que nous devons bien garder. Par ailleurs, évoquant l'arrivée de la nouvelle chef du 3e arrondissement de Parakou, le chef quartier a souligné la nécessité de tisser une collaboration franche et permanente. Selon lui, une bonne communication, le respect mutuel des rôles et une concertation régulière avec les chefs de quartier sont essentiels pour relever efficacement les défis de développement local. Issa Chabigounou, chef du quartier Ganou. La chef d'arrondissement, Aruna Adiza, vraiment, c'est une bonne collaboration. On était ensemble depuis, on travaille ensemble et elle était à l'écoute. Même avant qu'elle soit conseillère municipale, on échangeait, on faisait tout ensemble. Donc c'est une chance encore pour l'arrondissement d'avoir comme Aruna Adiza, chef du 3e arrondissement. Parce qu'elle est à l'écoute et déjà, dès qu'elle est installée, nous avons eu un entretien avec les chefs de quartier du 3e arrondissement. On a échangé. Elle a déjà fait un programme de tournée dans les quartiers pour nous rencontrer, pour recueillir nos doléances, nos préoccupations. Vraiment, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon pas qu'elle a entamé et je pense que nous sommes en train de prier pour elle, pour que ce pas qu'elle a entamé le conduise jusqu'à bon port, pour qu'au cours de son chemin, qu'il n'y ait pas de trébuchement. Éducation dans ce journal, on parle d'un fait préoccupant, l'abandon des classes par des élèves à la recherche de l'argent. Certains élèves abandonnent effectivement les cours attirés par la recherche de revenus au Nigeria. Face aux difficultés économiques qui touchent leur famille,
Ces jeunes traversent la frontière pour exercer de petits métiers, espérant ainsi subvenir à leurs besoins essentiels. Selon le directeur du collège, cette situation est particulièrement remarquable après les périodes de congé, lorsque plusieurs élèves ne reviennent pas malgré les multiples sensibilisations effectuées par les responsables avant leur départ. Epiphane Chabi est le directeur du CEG Tourou. Il déplore la situation. Il est à noter que pratiquement le nord du Bénin est confronté à ce phénomène-là. Et même si localement, les élèves peuvent abandonner pour aller vaquer aux travaux champêtres concernant la récolte de soja ou de maïs, ça c'est quand même, c'est acceptable, je veux dire. Le grand problème même là, c'est le départ vers le Nigeria. Après le retour du congé de Noël, nous constatons dans notre établissement, malgré la sensibilisation, malgré alors ce que les parents d'élèves aussi disent au cours de leur AG, le phénomène continue. L'année passée, nous avons près de 58 élèves qui sont allés, qui ont abandonné, qui sont allés du côté de Nigeria comme ça. Nous ne savons pas que faire encore. Continuons par donner les conseils. J'espère que bientôt, peut-être, les choses vont changer. C'est le grand problème. Effectivement, le CEG Tourou n'est pas comme les autres CEG de Parakou. À l'approche des travaux champêtres, les élèves s'en vont au champ et c'est après qu'ils nous reviennent. Comme ce que j'ai dit, c'est le fait toujours d'aller au Nigeria, là, c'est ça qui est alors très compliqué. Cette quête de solutions rapides a un impact direct sur le rendement scolaire. En désertant les salles de classe pendant de longues semaines, ces élèves accumulent d'énormes retards. Beaucoup reviennent épuisés, démotivés et incapables de rattraper le programme. En conséquence, le taux de réussite aux examens de fin d'année au CEG Tourou reste dramatiquement faible, ce qui inquiète autant les enseignants que les responsables administratifs. Les autorités éducatives appellent à une prise de conscience collective. Epiphane Chabi, directeur du CEG Tourou. Ils sont là et ils ne comprennent pas, et c'est lorsqu'ils ne seront pas là qu'ils vont comprendre. Ça là, c'est logique. Ça agit obligatoirement. Ce qui a fait que même l'année passée, nous avons un taux de réussite sur le plan, bien sûr, du collège, sélection du collège, qui était alors de l'ordre de 69%. Alors que dans d'autres collèges, les gens sont allés jusqu'alors à 80%. Ça, c'est dû à cette pratique que nous fustigeons. Même si nous sommes en milieu agricole, les parents peuvent alors prendre les manœuvres ou bien alors peuvent s'organiser pour pouvoir alors faire leur récolte au moment où leurs enfants seront alors à l'école. Fraternité FM, la générale. Dans tout autre volet de l'actualité, on l'annonçait dans les titres, la commune de Djougou est secouée par une affaire d'arrestation de suspects et saisie d'armes. Les éléments de la police républicaine ont procédé ce mardi à l'arrestation d'un individu présenté comme membre d'un réseau d'entrepreneurs soupçonnés d'activités criminelles, notamment des vols à main armée. Résident à Kolokondé dans la commune de Djougou, le mis en cause est suspecté d'assurer le ravitaillement d'hommes armés non identifiés en motocyclette et en vivres. Selon les premières informations, l'intéressé aurait récemment changé d'activité, son nouveau business étant confronté à des difficultés financières. Pour faire toute la lumière sur cette situation, la police républicaine a effectué une perquisition à son domicile. Cette opération a permis la découverte de plusieurs objets jugés compromettants, notamment 56 cartouches de calibre 12, 13 munitions d'armes de guerre de type AKM, une munition de pistolet automatique, 3 tenues militaires ainsi qu'une motocyclette de marque Audiosport dont l'origine reste incertaine. Interrogé sur la provenance de ces effets, le suspect a déclaré en être le propriétaire. Une enquête approfondie a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte du matériel saisi et d'éventuelles ramifications du réseau. Notre santé, dans ce journal, on parle cette fois-ci des infections et maladies sexuellement transmissibles qui progressent. Elles sont causées par des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons. Elles se transmettent principalement lors des rapports sexuels non protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux. Certaines peuvent également être transmises par le sang de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement, ou encore par le partage d'objets tranchants contaminés. Que savoir justement de ces différentes maladies
ou infections sexuellement transmissibles et quels sont les signes d'alerte? Réponse avec Dr Narch Roumenou, médecin-chef du centre de santé de Touro. Il faut noter qu'il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles qui sont souvent asymptomatiques, qui évoluent à bas bruit et le sujet abrite l'infection, abrite le virus, la bactérie ou les parasites sans manifester de signes. Et c'est surtout le VIH. Il y a également les chlamydia, de même que l'infection en Neisseria gonorrhée chez la femme. Elle a la bactérie en elle, mais elle ne sait pas qu'elle héberge cela. De même que l'infection virale à Human Papilloma Virus. On a surtout les écoulements anormaux génitaux, on a les douleurs, de même que les brûlures mictionnelles, on a les démangeaisons, les douleurs génitales également, on a les plaies ou des boutons ou des verrues sur les parties génitales. On les retrouve également en cas de douleurs pendant les rapports sexuels et également de douleurs pelviennes ou testiculaires, de même qu'en cas de saignement inhabituel. Non traités ou mal pris en charge, les IST peuvent provoquer des infections génitales persistantes, des fausses couches et d'autres. Certaines IST, comme le virus du papillome humain, peuvent évoluer en cancer du col de l'utérus. D'autres, comme le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, affaiblissent progressivement le système immunitaire, exposant le porteur à des infections potentiellement mortelles. C'est pour cela que le médecin-chef du 1er arrondissement insiste sur la prévention contre ces infections sexuellement transmissibles. Dr Narch Alberto Roumenou. La prévention de ces infections sexuellement transmissibles repose sur l'abstinence. Le monde ne peut pas adopter l'abstinence. La bonne fidélité, on est en couple, fidélité entre partenaires et l'utilisation correcte et régulière de préservatifs. Mais surtout, le dépistage régulier est vraiment très important. Et ce qui est plus important qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de se faire vacciner contre les virus qui sont à la base de ces infections sexuellement transmissibles, telles que l'hépatite B et l'HPV, le Human Papilloma Virus. Il y a également un aspect très important, c'est d'éviter le partage d'objets tranchants. Toujours par rapport à la prévention, cela repose également sur le traitement des gens qui sont déjà infectés et également le traitement de leurs partenaires. Et dans un contexte marqué par des mutations politiques, sécuritaires et numériques, la liberté de la presse demeure, Karine, un indicateur clé de la vitalité démocratique. Le nouveau rapport de Reporters sans frontières sur les conditions d'exercice du métier de journaliste dresse un état des lieux sans complaisance. Pression politique, précarité économique, menaces sécuritaires et restrictions juridiques continuent de peser sur le travail des professionnels des médias en Afrique comme ailleurs. Jean-Eudes Baguidi, défenseur des droits humains et point focal de la coalition mondiale contre la peine de mort au Bénin, porte son regard sur la situation de la presse béninoise. Nous avons régressé de 3 rangs par rapport au rapport de l'année passée, ce qui montre que la liberté de presse, la liberté d'information se porte très mal. 3 points, ce n'est pas insignifiant, c'est quand même une régression terrible. La presse, qui constitue le 4e pouvoir, un groupe de pression, se porte mal. Lorsqu'un journaliste est assassiné à travers le monde, c'est toujours le cœur serré que tout défenseur des droits humains reçoit cette information. Tout défenseur des droits humains, et même au-delà, le citoyen lambda. Parce que voilà des personnes qui n'ont que leur plume et leur micro au service de la population pour informer la population à leur corps dépendant, allant sur les théâtres de guerre, allant sur les théâtres de violence, allant sur les théâtres où leur vie peut être mise en mal, juste pour informer la population de ce qui se passe. Des braves gens courageux qui sont assassinés, qui sont tués. C'est le cœur lourd que les défenseurs et toute la population des droits humains reçoivent ces informations. Ce n'est pas bien. Face à cette situation, le spécialiste insiste sur le rôle de Reporters sans frontières aux côtés des journalistes. Selon lui, l'organisation lutte contre la censure, dénonce les lois et les trafics qui restreignent la liberté de la presse.
Jean-Eudes Baguidi. Et l'État devrait quand même faire quelque chose pour protéger les journalistes. Et c'est ce que fait Reporters sans frontières. Une des missions de Reporters sans frontières, c'est de protéger les journalistes. Il faudrait pouvoir défendre les journalistes emprisonnés. Donc, Reporters sans frontières travaille à la libération des journalistes détenus pour leurs activités professionnelles. Reporters sans frontières lutte contre la censure. L'organisation dénonce les lois et les pratiques qui restreignent la liberté de la presse. Reporters sans frontières soutient les médias indépendants et aide les médias à développer leur indépendance et leur capacité à informer le public. Nous n'avons pas une force coercitive. Les défenseurs des droits humains n'ont pas une armée, nous n'avons que notre capacité à aller vers la puissance publique, vers les gouvernants, pour leur dire voici la conduite à tenir, voici ce que nous constatons, voici ce qu'il faut faire, voici les pleurs, les cris des populations. Nous avons cette capacité, quitte au gouvernant maintenant de les ajuster. Vous l'avez compris, on parle sport. Maintenant, je suis avec Epiphane Chabi. Bonsoir. Bonsoir, Eloï Chabalo. Cannes 2025, Lamine Camara voit le Sénégal comme favori. Oui, Lamine Camara est l'un des atouts d'ailleurs de cette équipe du Sénégal. Le milieu de terrain de l'AS Monaco veut aller au bout de son rêve. Espoir déçu, rêve brisé, visage en larmes. L'image largement relayée lors de la Cannes 2023 est encore dans les mémoires. Le Sénégal a été éliminé au tir au but par la Côte d'Ivoire en huitième de finale et le jeune milieu de terrain alors âgé de 20 ans disputait sa première compétition continentale en équipe première. Alors qu'il pensait contribuer à conserver le titre, Lamine Camara a vécu une désillusion tout simplement, mais cette année il affiche de la sérénité et affirme même avec fermeté que les Lions de la Teranga partent donc conquérir l'Afrique. On ne va pas se cacher les favoris. Le Sénégal fait partie avec la République démocratique du Congo, le Maroc et l'Algérie, a-t-il laissé entendre à la fin de l'une de ces séances d'entraînement. Les Lions prendront leur vol le 19 décembre pour la Cannes 2025 où ils côtoieront la République démocratique du Congo, le Bénin bien évidemment et puis le Botswana lors de la phase de groupe. FIFA veut bust. Retour sur le 11 type. Le 11 type de FIFA veut bust. Dans l'équipe masculine, le Paris Saint-Germain se distingue comme le club le plus représenté surpassant le FC Barcelone. Une reconnaissance qui fait suite à une saison exceptionnelle pour le club parisien auréolé de tous les titres nationaux de la Ligue des Champions et de la Super Coupe d'Europe, en plus d'une place de vice-champion lors du Mondial des clubs. Dans la catégorie masculine, donc, le 11 idéal rassemble Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Chez les dames, on retrouve donc les meilleurs avec Anna Hampton, Lucy Bronze, Léa Williamson, Irène Paredes, Ona Betle, Aitana Bounmati, Patrick Girijazo, Claudia Pina, Mariciano, Clandetti et puis Alessi et Russo et Alexia Putelas. Merci Epiphane. C'était l'actualité sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Sur le continent avec vous, Karine Djegui, on démarre par la Guinée-Bissau. La femme d'Umaro Sissoko Embalo, mise en examen au Portugal. La mise en examen a été annoncée ce mardi dans la soirée par la police judiciaire portugaise. Tout est parti d'une dénonciation anonyme qui concernait un autre passager d'un jet privé en provenance de Bissau. Il s'appelle Tito Fernandez et il est chef de protocole du président renversé Umaro Sissoko Embalo. Il transportait 5 millions d'euros en espèces et il est soupçonné par la police de contrebande et blanchiment de capitaux. Tito Fernandez a été arrêté à l'arrivée du vol à l'aéroport de Lisbonne, mais remis en liberté. L'argent a été saisi. L'ex-première dame était dans le même avion qui avait pour destination Dubaï. Les pays de l'AES sont pendant ce temps concernés par les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis. Les États-Unis étendent les restrictions d'entrée sur le territoire à 7 nouveaux pays précisément. 12 pays du monde entier étaient déjà frappés depuis le mois de juin par des restrictions totales, une dizaine par des restrictions partielles. Mardi,
Le président américain Donald Trump a signé une proclamation restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis, selon la Maison-Blanche. Et l'Afrique du Sud renvoie 7 Kenyans travaillant dans le programme américain de recolonisation des Afrines. Nouveau rebondissement dans la relation conflictuelle entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Le pays a renvoyé 7 Kenyans employés par les États-Unis dans le cadre de leur programme d'accueil et de la minorité blanche africaine, considérée comme persécutée en Afrique du Sud, ce que les autorités du pays démontrent fermement depuis des mois. Ces Kenyans n'étaient en possession que de simples visas de tourisme et n'auraient pas dû travailler, mais leur expulsion relance les tensions entre Washington et Pretoria. Ainsi va l'actualité sur le continent. On va faire place à présent, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale. Bonjour à tous. Ouvrons cette revue par la procédure judiciaire relative à la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 qui a connu une avancée significative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En effet, selon le matinal, Fraternité Matin Libre, Bénin Intelligent et bien d'autres publications, une trentaine de personnes interpellées dans cette affaire ont été déférées devant le parquet spécial de la CRIET dans la soirée du lundi 15 décembre 2025. Ces personnes ont ensuite été présentés successivement au juge d'instruction, puis au juge des libertés et de la détention. À l'issue de ces auditions, les 31 mises en cause, dont 30 militaires et un civil, ont été inculpés pour plusieurs chefs d'accusation, notamment trahison, assassinat et atteinte à la sûreté de l'État, et ont été placés sous mandat de dépôt dans l'attente de la suite de la procédure et de leur procès, fait savoir Bénin Intelligent. Cette décision témoigne de la volonté des autorités judiciaires de traiter cette affaire avec rigueur et diligence dans le respect des procédures légales en vigueur, conclut la Nouvelle Tribune. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de cette enquête, la police républicaine a procédé 10 jours plus tard à l'arrestation du député Souno Bouquet Soumaïla, selon les 4 vérités. Pour le potentiel, l'élu a été interpellé ce mardi 16 décembre sans qu'aucune communication officielle ne précise encore les charges retenues contre lui. Cette arrestation a immédiatement suscité des réactions de son parti, les démocrates, qui dénoncent une violation flagrante de l'immunité parlementaire et un non-respect des procédures prévues pour un parlementaire en exercice. Le parti considère que cette action porte atteinte au libre exercice de l'action politique et interpelle le gouvernement ainsi que les institutions républicaines sur leurs responsabilités dans la préservation des droits des élus et du jeu démocratique, tout en appelant la population à la vigilance et à la mobilisation citoyenne. De surcroît, une autre arrestation liée à cette affaire a été rapportée par 24 heures au Bénin, les 4 vérités. Il s'agit de celle de la journaliste Angela Kouedja, qui a été interpellée afin de s'expliquer sur le contenu d'une publication diffusée sur sa page Facebook dans laquelle elle s'interrogeait sur l'absence de communication de la hiérarchie militaire, en inscrivant notamment où est le chef d'état-major, où est celui qui vend habituellement la mèche des coups d'État. Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par la poursuite de l'enquête judiciaire ouverte après l'échec de la mutinerie dirigée par le lieutenant Pascal Tegri, conclut les publications. Dans le même temps et dans un contexte plus électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat a décidé de proroger la publication de la liste des agents électoraux pour les législatives communales prévues le 11 janvier 2026. En effet, Fraternité Matin Libre, Bénin Intelligent et bien d'autres journaux rapportent que cette décision a été motivée par des contraintes objectives rencontrées lors de l'examen des dossiers de candidature qui ont nécessité de vérifications plus approfondies. L'analyse des dossiers menés dans la salle informatique de l'institution se poursuit à un rythme soutenu, fait observer le matinal. Parallèlement, une partie de matériel électoral a été réceptionnée pour les communes des départements du Borgou et de la Libourie. Selon la Nouvelle Tribune et Matin Libre, cette réception a eu lieu le lundi 15 décembre 2025 au commissariat central de Parakou, ceci dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales de janvier 2026. Au total, 6
700 isoloirs ont été réceptionnés pour les 6 communes de la Liborie et les Oué du Borgou, destinés à couvrir l'ensemble des postes de vote de ces départements selon Matin Libre. Le même journal fait savoir que le chef de service chargé de la planification des opérations électorales à la Sénat a expliqué que dans leur organisation, chaque point focal au niveau de la mairie recevra le matériel afin de procéder au dispatching vers les responsables d'arrondissement qui remettront ensuite le matériel aux membres de postes de vote, conclut le même journal. Terminons cette revue toujours par cette information électorale. À l'approche des élections, les partis politiques commencent à renforcer la discipline en matière de communication et de campagne. La haute direction politique de l'Union progressiste et le Renouveau a publié une note officielle interdisant toute affiche au support de campagne portant l'effigie des candidats, précisant que seuls les visuels conformes aux couleurs, à l'identité et aux messages officiels du parti sont désormais autorisés sous peine de sanctions disciplinaires, fait savoir le matinal. Cette mesure vise à encadrer le travail des candidats et à garantir l'uniformité de la cohérence de l'image du parti selon le potentiel et fraternité. De manière similaire, le bloc républicain a pris des mesures équivalentes pour ses candidats, donnant des instructions claires aux coordonnateurs de campagne et aux responsables de circonscription afin d'assurer le respect des règles et la discipline interne durant toute la période électorale, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Édition disponible sur nos canaux digitaux et en podcast. Karine, le dossier économie de ce mercredi. En cette fin d'année, de nombreuses entreprises sont appelées à faire le point sur leur fonctionnement et leur performance. Un exercice souvent perçu comme contraignant, mais pourtant essentiel. Le bilan de fin d'année, bien plus qu'un simple document comptable, il permet de mesurer la santé financière d'une entreprise et d'orienter les décisions futures. De quoi s'agit-il concrètement et pourquoi est-il si important? Élément de réponse dans ce dossier économie préparé et présenté par Ulrich Abalo. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. On va lâcher les ballons, 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 on va lâcher